Bienvenue à ces nouveaux numéros de la spéciale 5 juin. Nous disons la spéciale parce qu'il s'agit de la journée mondiale de l'environnement qui est célébrée chaque année par toutes les nations de la planète. Parce qu'il faut donner de l'importance à l'environnement, il faut donner de l'importance à la forêt, aux eaux, aux animaux. Du coup, en RDC, c'est une journée spéciale parce que, comme vous l'avez remarqué, nous avons décidé de recevoir des experts qui puissent faire avec nous une analyse soit superficielle, soit une analyse approfondie du secteur de l'environnement. Alors, j'ai le plaisir cette fois-ci de recevoir un homme qui ne parle pas trop à la caméra, mais aujourd'hui il nous a fait le plaisir de nous recevoir dans son bureau. Il s'agit du professeur Jean-Paul Kibambé, que certains d'entre vous connaissent déjà. C'est un expert avec qui nous allons traiter la question de la RED, parce que c'est quelqu'un qui maîtrise très bien cette question. Alors, bonsoir professeur. Bonsoir Alfred. C'est un plaisir de vous recevoir. Hein. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup professeur. Je sais que ce n'est pas facile de mettre la main sur vous, mais au moins vous êtes là. Je suis bien là. Oui. Super. Alors aujourd'hui, 5 juin, ça vous rappelle quelque chose? Tout à fait. C'est, comme tu l'as si bien dit, la journée de l'environnement. Et donc, je suis très flatté de cette invitation et l'occasion qui m'est donnée de parler de la RED, spécifiquement du développement de la RED en RDC. Super. Alors professeur, la RED en RDC a été mise en place depuis 2009. Quelle lecture faites-vous de ce processus à ce jour? Effectivement, donc la RED est un processus et en tant que processus, il y a certains jalons qu'il faut poser. Et le premier jalon qui a été posé, c'est celui qu'on appelle la stratégie cadre nationale RED+. La RDC était l'un des premiers pays au niveau de l'Afrique centrale à avoir une stratégie cadre RED+, qui définit la politique nationale RED en fait, dans laquelle on a identifié quelles étaient les causes de la perte de couverture forestière en RDC, la manière d'y remédier. Et cette stratégie cadre nationale a donné lieu à un plan d'investissement pour la RED en RDC, c'est-à-dire une traduction chiffrée de la stratégie cadre nationale RED+. Au-delà de cela, il commence maintenant à y avoir de l'implémentation au niveau du terrain à travers des programmes qui sont exécutés, mis en œuvre par différentes agences. Okay. Et donc, il y a ce processus qui est en place. Maintenant, au long de l'interview, nous verrons probablement les résultats, les failles et ce qu'il faut éventuellement. Et déjà, je voudrais savoir, est-ce qu'il y avait des défis au départ, en 2009, par rapport à ces processus? Est-ce que vous pensez que ces défis ont été relevés? Alors, effectivement, il y avait des défis. Et l'un des plus grands défis pour la RDC en particulier, c'est le manque de données fiables pour quantifier les différents processus qui sont la cause de la perte de couverture forestière, de la déforestation, de la dégradation des forêts. Ça, c'était le premier défi. Comment avoir des données qui sont fiables? Comme la RED est un processus international qui nécessite l'adhésion des bailleurs de fonds, l'adhésion de la communauté internationale, il faut une certaine transparence. Et cette transparence n'est favorisée que lorsqu'on a des données qui sont quantifiées, mesurées de manière fiable. Ça, c'était le plus grand défi. Le second, la RDC fait partie des pays qu'on appelait early movers, c'est-à-dire ceux qui se sont jetés dans le processus. Et donc, lorsqu'on est parmi les premiers, on découvre, on navigue, et parfois un peu à vue. Les experts nationaux existent, et existaient déjà à l'époque, mais il fallait un cadre dans lequel ils puissent évoluer. Et donc, le fait d'être des pionniers, évidemment, ce sont des défis. Et nous avons beaucoup appris depuis lors, depuis 2009, ça fait plus de 10 ans maintenant, nous avons beaucoup appris. Et ces défis sont en train d'être relevés, il me semble. Okay. Il y a toujours des points qui sont un peu plus sombres, des points qui sont un peu plus gris. Tout n'est pas rose, évidemment, mais tout n'est pas sombre non plus. Alors, quels sont les points qui sont roses, par exemple? Alors, je pense qu'il y a, lorsqu'on parle de la RED, notamment la RED+, pour nos amis téléspectateurs, la RED, c'est la réduction des émissions qui sont dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Alors, il y a le plus. Le plus signifie la gestion durable des forêts, la conservation du carbone des forêts et l'augmentation du carbone forestier. Donc, c'est non seulement réduire la perte de forêt,
pour la dégradation, mais aussi comment augmenter la capacité carbone au niveau de nos forêts. Pourquoi le carbone? C'est simplement à cause du changement climatique. Le CO2 est le gaz le plus abondant qui crée l'effet de serre, etc. Et donc ce processus vise à atténuer la propagation ou les émissions de carbone au niveau de l'atmosphère et plutôt de le séquestrer. Même si la RDC ne fait pas partie des gros pays pollueurs, Oui. mais c'est un pays qui a qui a une des capacités d'absorption les plus élevées au monde, du fait des millions d'hectares de forêts que nous avons, second bassin, le bassin du Congo, après celui de l'Amazone, et les forêts de la RDC représentent environ 60% des forêts du bassin du Congo. Donc la RDC est un acteur majeur. Alors, les points un peu plus de succès de cette politique, donc de la mise en œuvre de la RED en RDC, je l'ai dit, la stratégie cadre nationale RED, où l'on a identifié quels étaient les moteurs de la déforestation. Ce sont les causes proches, les causes directes. Il y a eu un consensus assez large, après des consultations très variées, où l'on a identifié notamment l'agriculture sur brûlis, le fait de l'énergie bois, le fait de l'exploitation illégale ou l'exploitation désordonnée des ressources forestières, étaient des causes qui avaient un impact direct. Et la démographie aussi. Alors, la démographie fait partie de ce qu'on appelle des causes indirectes. Parce que le fait qu'il y ait de la population ne crée pas de la déforestation. Mais la population qui réalise comme activité une agriculture qui n'est pas structurée, cela crée la déforestation. Donc la population en tant que telle ne crée pas de la déforestation, mais c'est le fait de la population et d'une activité de celle-ci. Donc l'encadrement de la population, même si elle est importante, peut être compatible avec le fait de maintenir le couvert forestier. Il n'y a pas un lien direct, mais un lien indirect. Ok, merci beaucoup professeur, mais est-ce que aujourd'hui on peut penser que la RED a eu à apporter des avancées dans la réduction de la déforestation? Alors, toute la stratégie cadre nationale nécessite des financements, parce qu'on a identifié les causes, comme on disait tout à l'heure, causes directes, causes lointaines. Les causes lointaines, c'est par exemple, pour le moment, l'absence d'une politique nationale d'aménagement des territoires qui soit effective. Je sais qu'elle est en train d'être élaborée. Le fait qu'il n'y ait pas la stratégie de lutte contre la pauvreté demeure encore, n'a pas encore atteint des résultats probants. Tout cela fait qu'il faut des moyens pour arriver à réduire la pression sur les forêts. Même si la stratégie cadre nationale a été chiffrée, si on peut le dire ainsi, évaluée à 1 milliard de dollars sur la période 2015-2020, il y a eu une première mobilisation de ces financements, notamment à travers l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale, CAFI, qui a pu mobiliser 200 millions de dollars sur l'enveloppe. Oui, seulement les 20% à ce stade. Je sais qu'il y a des discussions en cours pour la prochaine phase, pour couvrir la période 2020-2030, qui est l'horizon de la stratégie cadre national RED+. Ces financements mobilisés, malheureusement, à ce stade, n'arrivent pas à atteindre les moteurs directs de la déforestation sur le terrain. Beaucoup de ce financement se perdent dans des mécanismes avec beaucoup d'intermédiaires, que ce soit les agences qui mettent en œuvre les programmes, que ce soit les procédures, que ce soit de nombreuses études. On dit souvent que la RED, c'est beaucoup d'études. Et donc, au bout du compte, le pourcentage de ces financements qui atteint les moteurs directs de la déforestation reste très faible. Et donc, tant qu'on n'inverse pas cette mécanique-là, il va être difficile d'avoir des succès probants, comme vous disiez, pour réduire la déforestation, réduire la dégradation des forêts et augmenter les stocks de carbone. Donc ça, c'est un défi important du succès de la stratégie cadre nationale RED+, que les financements atteignent la cause. Mais est-ce qu'à ce niveau-là, en tant qu'expert, vous intervenez quand même pour alerter ou bien pour essayer de pousser les discussions pour que les choses puissent changer? Effectivement, on intervient et c'est une lecture qui est totalement la mienne, en tout cas, elle est dépassionnée. En tant que professeur d'université, je regarde les faits, je les analyse. Donc, on fait des études pour connaître les causes, et ce sont des études qui ont été menées avec beaucoup de rigueur, je crois, qui ont été même publiées. Ensuite,
il y a une traduction chiffrée de ce qu'il faudrait pour freiner de manière substantielle les causes de la déforestation. Les financements sont mobilisés, même si ce n'est encore qu'un faible pourcentage, mais ce faible pourcentage doit atteindre les bénéficiaires. Exact. Et là, effectivement, on alerte, parce que sinon, on ne réussira pas cette équation-là. On a beau faire d'études, tant que le financement n'atteigne pas la cause, je pense que c'est utopique de penser qu'on aura beaucoup de succès. Alors, je voudrais revenir un tout petit peu dans votre speech. Vous avez parlé de la déforestation et de la dégradation des forêts. Je voudrais savoir, c'est quoi la différence qu'il y a entre les deux mots? Alors, la déforestation, d'un point de vue classique, on la définit comme le passage d'un espace qui était forestier vers un espace qui est non forestier, suite notamment à une activité anthropique. Donc, vous avez une forêt et ensuite, l'état 2, vous n'avez plus de forêt. Entre les 2 années, il y a eu une déforestation. Okay. La dégradation des forêts, c'est lorsqu'on a une perturbation dans un écosystème forestier qui reste quand même une forêt. Et donc, on ne passe pas à un état de non-forêt. Et donc, cette perturbation entraîne un changement peut-être dans les services écosystémiques qui peuvent être fournis par la forêt, un changement dans le fonctionnement de l'écosystème qui reste forestier. Okay. Et donc là, on a dégradé la forêt, on a réduit la valeur biologique de cette forêt, mais ça reste quand même une forêt. Mais est-ce qu'il y a des cas palpables en RDC ou des endroits où on peut réellement trouver ce genre de problèmes, la dégradation des forêts? Un exemple classique, c'est lorsque vous visitez une concession forestière. Les concessions forestières qui sont gérées de manière, on va dire, classique, selon la science de l'exploitation forestière, on ne prélève que quelques tiges dans un environnement forestier. Ce prélèvement de quelques tiges, certaines peuvent tomber et endommager d'autres arbres, etc. Mais l'écosystème, la concession va rester globalement forestière, mais il y aura des points de dégradation de cette forêt. Donc ça, c'est un exemple très clair d'une illustration de la dégradation forestière. Super. Alors, professeur, aujourd'hui, plus de 10 ans après la mise en place de la RED, est-ce que la RDC est arrivée à quantifier les CO2 que la RED a pu séquestrer? Oui, vous avez sans doute appris que, ou suivi qu'il y a 3 ans maintenant, la RDC a soumis à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la PNUC, ce qu'on appelle le niveau de référence des forêts de la RDC. C'est un document qui illustre la quantité de CO2 émis par les forêts congolaises sur une période de temps. La période considérée par la RDC était de l'année 2000 jusqu'à l'année 2014, où l'on a effectivement quantifié les émissions des forêts de la RDC. Je ne me souviens plus des chiffres exacts, on pourra consulter le document ensemble, mais la méthodologie est en place. Le travail a été piloté par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en particulier la Direction des inventaires et aménagements forestiers, la DIAF, la Direction de développement durable, la DDD, où effectivement on a quantifié d'un point de vue à la fois scientifique, objectif, et soumis à la CNUC. Ce document de soumission a été évalué par des experts indépendants de la CNUC, et ce document est aujourd'hui en ligne. Si vous allez sur Internet, vous y êtes souvent, vous tapez niveau d'émission de référence des forêts de la RDC, et bien vous serez redirigé vers le lien, vous téléchargez le document, tout est extrêmement bien expliqué, en toute transparence d'ailleurs, parce que c'est l'une des conditions pour susciter l'adhésion de la communauté internationale par rapport aux émissions de la RDC. Mais malheureusement, malgré cette adhésion, on ne voit pas les retombées en termes d'argent. Tout à fait. Donc, ça, c'est l'autre pendant de la question. Parce que même si vous avez vos émissions qui sont, vous les déclarez en tant que pays, de manière tout à fait souveraine, hein, parce que l'adhésion à la Convention des parties est tout à fait souveraine, et que vous démontrez que vous avez un niveau d'émission et que vous faites des efforts de réduction de ces émissions-là, la possibilité que ces émissions que vous avez réduites soient achetées ou compensées par des parties tierces, ça peut être des multinationales, ça peut être des États, pose 2 problèmes. Le premier, c'est le prix de la tonne de carbone. Pour le moment, il est
on va dire, assez dérisoire hein, sur le marché volontaire. Il est de 5 dollars la tonne. D'ailleurs, le chef de l'État, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi, l'a dit lors de son allocution pour le sommet sur le climat, sur l'invitation du président Biden, Oui. que ce prix devait être revu à la hausse afin qu'il puisse ne serait-ce que rencontrer les efforts qu'il faut pour réduire les émissions, pour réduire la déforestation. Exact. Ça, c'est le premier problème, c'est le prix, qui reste dérisoire. Et l'on doit continuer de faire un plaidoyer pour que ce prix soit largement revu à la hausse. Oui. Il devrait être multiplié au moins par 20 fois pour qu'il devienne un tout petit peu... qui puisse susciter une certaine motivation de la part des pays qui sont en mesure de réduire ces émissions. Le deuxième problème, c'est la partie qui achète. Ouais. Donc c'est un peu une sorte de négociation. Et là, on doit être dans une politique environnementale plus agressive de la part de la RDC. Je sais que cela est en train de venir, mais il faut faire rencontrer les deux choses. Potentiel acheteur et à quel prix. Et effectivement, pour le moment, les crédits carbone de la RDC ne sont pas... Globalement, il y a eu quelques marchés qui ont été conclus, qui sont en train de se conclure, mais au niveau national, effectivement, ça reste pour le moment assez insignifiant. Et ça, c'est la faiblesse de la politique environnementale à la RDC? Il faudrait être plus agressif. Il faudrait être plus agressif. D'autres pays, vous suivez probablement, le Brésil, l'Indonésie, arrachent, si on peut dire ainsi, beaucoup plus de compensation pour les réductions d'émissions parce qu'ils sont, à mon sens, plus agressifs d'un point de vue de la diplomatie environnementale. Et il me semble que là, nous avons de la marge de progression. Nous y sommes, mais nous devons faire mieux et faire plus. Mais est-ce que c'est pas parce que le Brésil menace souvent de mettre en vrac ses forêts et voilà, la communauté internationale s'est dit il faut quand même donner l'argent pour que les gars gardent leurs forêts. Est-ce que la RDC doit aussi utiliser ces mêmes méthodes? Lorsque je dis agressivité, évidemment, je ne parle pas d'utiliser les muscles, mais je parle de la diplomatie environnementale. Okay. Et chaque pays doit trouver son langage. Le Brésil a trouvé le sien, l'Indonésie a trouvé le sien, la RDC doit trouver le sien pour rentrer dans ses comptes, si on peut le dire ainsi. Mais professeur, quel pourrait être ces langages selon vous? Selon moi, ce n'est pas tout à fait mon domaine, la diplomatie. Mais je dirais que nous avons à présent tous les atouts pour parler en étant debout congolais, comme le dit l'hymne national. Exact. On peut parler en étant debout et d'égal à égal. Nous avons dans nos forêts une richesse, dans ce qui concerne la réduction des émissions, une richesse énorme. Et donc, en face, nous devons nous comporter en tant que tels. Et qu'en face, nous avons potentiels acheteurs qui ont besoin de réduction d'émissions des forêts congolaises. Nous allons le faire d'abord pour nos propres populations, pour que nos populations bénéficient des retombées des forêts congolaises, évidemment, mais aussi dans le cadre de la finance climat, la RDC doit pouvoir se retrouver et donc discuter en étant debout. Nous ne sommes plus à l'âge où nous devons quasi quémander ou mendier. Nous devons parler d'égal à égal. Nous avons une ressource qui intéresse le monde entier et nous devons pouvoir la valoriser. Exactement comme l'on fait peut-être avec les minerais stratégiques aujourd'hui. La forêt est un minerai vert stratégique. Est-ce que, professeur, vous pensez que la RED+ en RDC a été un succès par rapport aux communautés? Quand je dis un succès, c'est dans le sens où est-ce que la communauté ou les communautés congolaises se sont réellement appropriées ces processus? Je dirais qu'il y a encore fort à faire d'un point de vue de la vulgarisation, sensibilisation, pour que les communautés y croient d'abord. Et on ne croit qu'en quelque chose qui montre des résultats. Exact. Vous savez, je suis ingénieur agronome de formation, et pour que des agriculteurs adoptent une nouvelle technique, ils doivent en voir les résultats. Exact. S'ils ne voient pas que ça marche, ils ne vont pas le faire. Ils vont continuer de faire comme ils l'ont toujours fait, sans doute très très bien, mais si on estime qu'on peut améliorer, ils doivent voir les résultats. Donc on ne peut pas blâmer les communautés de ne pas adhérer à la stratégie RED nationale parce qu'ils n'en voient pas les résultats. Et ne voient pas les résultats, en particulier par rapport à ce que je disais au début, ils ne sont pas bénéficiaires directs des financements qui doivent aider à changer leur mode
de pratiquer l'agriculture, leur mode d'utiliser le foncier, leur mode d'appréhender l'espace. Tant qu'ils ne voient pas les retombées, il est difficile de penser qu'on peut trouver leur adhésion. On peut sensibiliser autant qu'on veut, mais il faut qu'il y ait concrètement ce déclic qui fait l'adhésion des communautés. Mais je pense par ailleurs que nous avons un atout extraordinaire en RDC parce que les communautés aiment la forêt. Les communautés considèrent la forêt comme la maison, comme la pharmacopée, comme la mère nourricière. Comme... Leur supermarché. Oui, le supermarché. Et donc c'est un atout extraordinaire. Exact. Il n'y a plus beaucoup d'efforts à faire pour passer le message de la RED, mais il faut démontrer les retombées. Pas seulement avec des gros panneaux et de belles publicités, mais concrètement au niveau du terrain. Mais que répondrez-vous à ceux qui pensent que l'intervention des agences d'exécution dans ces processus a joué en défaveur de ces processus, dans la mesure où on a vu les pires des plateaux, on a vu les sabotages qu'a connu ces processus, les communautés qui se sont livrées à des actes de banditisme en brûlant même des étendues entières. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Je pense qu'effectivement, dans la mise en œuvre, nous devons corriger certaines erreurs. Lorsque je dis que les communautés ne sont pas encore bénéficiaires et qu'il y a beaucoup d'intermédiaires entre la source de financement et la réalisation d'activités sur le terrain, c'est en partie à cause de cela. Les agences jouent des intermédiaires, il y en a plusieurs, cela consomme beaucoup de ressources et de capitaux, de telle sorte que, au lieu que 85% des fonds disponibles arrivent sur le terrain, c'est l'inverse. On a peut-être 85 qui se perdent en chemin, si on peut le dire ainsi, et ce sont 15% qui arrivent aux communautés. Et donc, on ne peut pas comme ça réussir. Et donc, on doit avoir le courage de changer cette mécanique qui, malheureusement, depuis le début de la RED, est quelque peu systémique. Et donc, il faudrait qu'on ait le courage de changer cela. Et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? L'État doit se réveiller un jour et dire, écoutez, il n'y a plus question de transition de moyens par les biais, par exemple, des agences d'exécution, ou carrément, comme ça s'est fait au Rwanda, ou si vous voulez investir chez nous, vous venez avec tout l'argent dans les comptes du gouvernement rwandais pour gérer. Ou bien, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Ça fait encore partie une fois de cette diplomatie environnementale. La RDC doit discuter en étant debout. Dans bien des cas, ces mécanismes, il faut le dire, sont parfois imposés par les bailleurs, qui estiment que les organisations locales ou nationales ne peuvent pas être bénéficiaires des fonds qu'ils mettent à disposition. En arguant de différentes manières, en disant qu'il y a des risques de corruption, qu'il y a des risques de non-réalisation, il y a des risques, effectivement. Mais il y a un juste milieu entre voir comment ce risque peut être canalisé et le fait de, quelque part, dilapider la plus grande partie des financements dans des structures intermédiaires qui n'agissent pas sur les moteurs directs de la déforestation, c'est-à-dire sur le terrain. Et donc là, il y a cette diplomatie environnementale, il y a cette agressivité au niveau des relations entre le pays et les bailleurs qu'il faut pouvoir mettre en œuvre. Et peut-être que le pays ou les pays que vous avez cités ont trouvé la voie et à la RDC de trouver la sienne aussi. Mais il est clair que pour le moment, on ne sent pas une réelle présence de la RDC pour changer quelque chose qui, tout le monde est d'accord, cela ne fonctionne pas. En tout cas, pas de manière optimale pour résoudre les problèmes et les défis qui se posent. Alors, plus de 10 ans après l'exécution ou bien la mise en place du processus RED en RDC, professeur, quelles sont les grandes leçons que la RDC a tirées de ces processus? Je pense que les grandes leçons qui ont été tirées, c'est d'une part, peut-être pour commencer par ce dont on vient de parler, c'est d'améliorer notre capacité de négociation dans tout ce qui concerne la finance climatique. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, d'améliorer la manière dont nous présentons
les données qui sont mesurées par les experts nationaux, c'est-à-dire les communications nationales de la RDC, qui doivent être de meilleure qualité, avec beaucoup plus d'exigences dans les méthodes de pouvoir dériver ces données. Je pense que ça fait partie de deux grandes leçons. Troisièmement, il faut qu'il y ait un effort au niveau national aussi de pouvoir financer cette politique nationale. Cela donne toujours un argument au pays de dire, sur base de mes fonds propres, puisque la forêt est pour moi mère nourricière, supermarché, elle est importante et je vais contribuer à sa préservation, à sa meilleure gestion. Ce sont des signaux importants qui font que, d'un point de vue au niveau du concert des nations, au niveau des négociations avec les bailleurs, qui jouent. Et donc, meilleures données, avoir l'audace de financer soi-même une partie. Ça, c'est vraiment ce qui manque, hein, financer soi-même. Cela manque. Cela manque parce qu'on ne peut pas toujours, quelque part, clamer qu'on ne reçoit pas de financement. C'est une chose. Mais lorsqu'on finance soi-même, on peut mieux réorienter même certains mécanismes, comme les mécanismes financiers dont nous parlions, parce que la RDC va financer d'elle-même, elle peut s'imposer davantage. Exactement. Et donc, ça fait partie un peu des trois grandes leçons, je dirais, que nous avons tirées, ou personnellement, en faisant la lecture et l'évolution de la RAID en RDC, ce sont les trois premières choses qui me viennent à l'esprit. Alors, professeur, est-ce qu'on peut penser aujourd'hui que la RAID Plus apporte quelque chose au PIB de la RDC? Je ne suis pas économiste, mais je doute que l'apport soit conséquent. Du fait de tout ce dont on a parlé. Le carbone de la RDC n'est pas sur le marché, globalement. La plupart des financements qui sont disponibles passent à travers toute une série d'intermédiaires, et donc finalement au niveau du terrain, il y a peu de choses qui se passent. Il y a peut-être une petite contribution, mais je dirais qu'elle est très marginale à ce stade. Alors, aujourd'hui, c'est le 5 juin et on parle de l'arbre parce qu'il faut planter l'arbre selon les thèmes de la RDC. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que planter l'arbre peut apporter quelque chose au bien-être des Congolais? Oui, on parle beaucoup de planter des arbres, mais je veux peut-être revenir un peu plus pour prendre cette question de manière un peu plus globale. Vous savez que la stratégie cadre nationale RAID+, l'un des objectifs majeurs, c'est de maintenir un couvert forestier qui soit à 63,5% de la superficie territoriale nationale. Nous en sommes en deçà aujourd'hui. À l'horizon 2030, il doit être à 63,5%. Comment allons-nous y parvenir? À mon sens, il y a trois actions. Et donc je vais revenir sur votre question. Il y a trois actions. La première action, c'est de conserver déjà ce que nous avons comme capital forestier. Parce que c'est un objectif que nous sommes fixés, les 63,5. Conserver le capital forestier que nous avons. Il faut mieux gérer là où on estime qu'il faut exploiter la forêt. Avoir une exploitation de la forêt qui soit durable. Deuxième point. Troisième point, il faut augmenter la superficie forestière là où elle est partie. Sans faire ça, je ne vois pas comment nous allons atteindre cet objectif. Alors, à ce jour, seule l'une de ces trois composantes a été financée. C'est-à-dire, on veut limiter la perte des forêts. C'est comme ça qu'on a dit, pour avoir l'argent de la RAID, il faut que ce soit un endroit où il y a de la déforestation. Exact. Il y a même, il paraît, certains gouverneurs de province qui disaient mais je veux couper toute la forêt. Exactement comme le Brésil, vous disiez tout à l'heure. Je veux couper la forêt, comme ça j'aurai des financements. Exact. Parce que jusque-là, tous les financements qui ont été mobilisés, en tout cas sur la première phase, 2015-2020, n'ont concerné que limiter ou réduire la déforestation ou la perte de la forêt ou la dégradation des forêts. Aucun financement n'a été consenti à maintenir la forêt. Alors que nous avons des zones de conservation, notamment les parcs nationaux et réserves, où l'ICCN réalise un travail formidable. Aucun financement de la finance climat n'a été mobilisé pour la préservation des forêts. $0. Ça, c'est vrai.
Et donc, comment arriver à résoudre? Alors, il y a la troisième composante qui est, il faut reconstruire le capital forestier, d'où la plantation d'arbres. J'en arrive donc. Mais planter un arbre ne veut pas dire créer ou remettre une forêt en place. Parce que il y a non seulement le type d'arbre que l'on veut planter, et la forêt, c'est un ensemble d'arbres qui ont une vie, une biodiversité, il y a des chenilles, il y a des animaux, il y a des fonctions qu'on appelle les services écosystémiques de la forêt, le cycle des pluies, la capacité de rétention d'eau. Et donc on améliore une série de services écosystémiques. Et donc on doit faire attention à qu'est-ce qu'on plante comme arbre. Je suis plutôt en faveur de la régénération naturelle des forêts, qui va séquestrer d'ailleurs plus de carbone, de replanter des espèces natives, et il y a des techniques qui sont en train d'être développées, plutôt que se concentrer sur certaines espèces qui sont phares, à croissance rapide, comme les eucalyptus, par exemple, et qui ne sont pas natives de nos forêts. Et donc, planter des arbres, oui, mais planter un arbre ne signifie pas avoir une forêt. Ouais. Avoir des espèces natives, faire de la régénération naturelle là où la forêt est partout, pour moi, cela a une plus grande valeur, une plus-value, voilà, une plus-value beaucoup plus importante que simplement planter. Et aussi savoir où est-ce qu'on veut les planter. Que chacun mette un manguier dans sa parcelle, c'est sans doute très très bien, mais ce n'est pas ça qui va reconstituer le capital forestier. Ça, c'est vrai. Même si, évidemment, les arbres fruitiers sont importants pour l'ombrage, mais lorsqu'on parle de la dimension forêt, il faut vraiment qu'on prenne le temps de voir qu'est-ce qu'on plante, où est-ce qu'on plante et avec quel objectif. Si c'est pour reconstituer le capital forestier, il ne faut pas qu'on soit dans des monoplantations des espèces que vous avez citées et qui, à mon sens, ne remplissent pas le rôle des forêts congolaises. Est-ce que, professeur, on peut considérer que les projets 1 milliard d'arbres donc, du président de la République peut s'inscrire dans les cadres du programme RED en RDC? Je pense en effet que ce programme ambitieux peut s'inscrire dans le cadre de la dynamique RED en RDC, dans cette composante de reconstituer le capital forestier pour atteindre la cible. Mais je pense qu'il faut encadrer ce programme avec des mesures d'application. Le président de la République l'a énoncé de manière très très forte, et nous, en tant que Congolais, nous devons maintenant voir comment réaliser cela. Et nous, acteurs de l'environnement, chercheurs, bailleurs de fonds, nous devons voir comment mettre cela en œuvre. En particulier, revenir sur ce que je dis, planter un arbre ne signifie pas une forêt. Donc, si nous voulons reconstituer le capital forestier, nous devons savoir que planter, où planter et pour quelle finalité. La forêt, on l'a dit, elle est mère nourricière, elle est pharmacopée, et donc si on ne plante que de manière dispersée avec des espèces non natives, on risque de créer plus de problèmes ou de ne pas résoudre les problèmes qui existent déjà. Les problèmes qui existent déjà. Ça, c'est vrai. Mais professeur, de plus en plus, on parle des mécanismes bas carbone, par exemple, on parle des mécanismes ODD. En quoi la RED Plus rime-t-elle avec ces différents mécanismes? Oui, donc la RED vient, on va dire, est un peu dans la trame de ces différents mécanismes. L'idée, c'est d'essayer d'avoir des économies ou un développement qui est faible consommateur en carbone. À travers la RED, on met en place des activités qui vont réduire les émissions de carbone. Donc quelque part, c'est dans la trame. Et notamment, lorsqu'on va en arriver à la conservation des stocks de carbone, à l'amélioration des stocks de carbone, cela va contribuer à avoir une sorte de neutralité carbone. Donc la RED, oui, s'inscrit dans le cadre des politiques bas carbone, dans cette composante de séquestration du carbone forestier ou de limitation des émissions de carbone. Okay. Et aussi, on remarque quand même qu'en RDC, la plupart des concessions forestières commencent à être transformées ou converties en concessions de conservation, comme quoi il faut conserver la forêt pour séquestrer plus de carbone. Pensez-vous qu'il y a un avenir radieux dans ces secteurs-là? Il y a un avenir radieux tant que la finance carbone
commence à apporter des retombées au niveau de ceux qui font le pari de la conservation des concessions forestières. Tant qu'il n'y a pas une démonstration qu'il y a des retombées favorables pour les acteurs de la mise en œuvre, cela va rester peut-être une bonne idée. C'est vrai que l'on veut conserver d'abord parce que nous aimons la forêt, parce que la forêt nous apporte quelque chose. Oui. Mais il ne faut pas se leurrer d'illusions. La forêt est une source de revenus très importante. Et donc, s'il manque cette composante, j'ai bien peur que cette bonne idée, cette bonne initiative n'arrive pas à son terme. Donc, il est important que la mécanique de la finance carbone se mette en place assez rapidement pour continuer à maintenir la flamme de ceux qui croient dans le fait que les forêts non seulement permettent d'améliorer notre environnement, de réduire la quantité de gaz à effet de serre, etc., mais qu'il y ait une compensation, et juste compensation. Mais est-ce qu'à ce niveau-là, l'État congolais a un rôle à jouer? Tout à fait. L'État a un rôle à jouer. Je veux dire, les forêts sont les forêts congolaises. C'est l'État qui en est le dépositaire. Et donc, il y a effectivement un rôle à jouer. Il faut une politique forestière nationale. J'imagine que, vous m'aviez dit tout à l'heure que le secrétaire général à l'environnement a pu échanger aussi avec vous. J'imagine qu'il a touché ces différents points-là. Exactement. Et donc, oui, l'État a un rôle très clairement à jouer. En tout cas, indiquer la voie. Que les organisations de mise en œuvre, les partenaires, les communautés soient derrière cette politique-là. Et oui, très clairement. Mais déjà, quand vous lisez les idées ou la politique, ou encore quand vous regardez les discours du président de la République, la plupart de ces discours sont orientés vers cette compensation que vous évoquez ici. Mais de quelle manière la RDC peut faire pression pour que cette compensation soit vraiment réelle? Je pense que la RDC a tous les atouts. Il faut juste pouvoir les faire valoir. Nous avons des millions d'hectares de forêt. Nous avons une capacité de séquestration qui est aujourd'hui mesurée. Nous avons des tourbières. Nous avons un mot à dire. Et non seulement un mot à dire, mais un mot que les autres vont écouter. Parce qu'il y a effectivement, la RDC est stratégique dans le secteur vert notamment. Je ne parle même pas du secteur des minerais du futur, etc. Non. Dans le secteur vert, la RDC est un pays stratégique. Évidemment avec d'autres bassins, notamment le bassin amazonien, qui lui semble aujourd'hui jouer un peu mieux son rôle dans le secteur de la finance climatique, de pouvoir imposer sa manière de voir les choses, ou en tout cas avoir une négociation plus agressive, tel que je le disais. Donc effectivement, la RDC a son mot à dire, mais nous devons nous mettre debout. Donc nous chantons cet hymne national, mais mettons-nous debout et mettons-le en œuvre, notamment dans les négociations dans le secteur vert. Professeur, je pense que nous sommes pratiquement à la fin de cette édition. Je voudrais, comme c'est le 5 juin, que vous puissiez vous adresser quand même aux Kinois, aux Congolais qui vous suivent, pour leur passer un message en rapport avec cette journée. Oui, si je peux me permettre de passer un message, c'est le fait que nous devons d'abord être fiers des étendues forestières que nous avons. Nous sommes à ce titre encore une fois un pays unique, et que l'environnement est un enjeu stratégique pour la survie de la planète. Et donc nous sommes au cœur de cet enjeu stratégique. À nous de jouer notre partition pour que nous devenions réellement incontournables et que nous puissions parler d'une voix que l'on écoute dans le concert des nations. Et donc, ça serait ça mon mot, de rester debout Congolais, dans le secteur vert aussi. Super. Alors, peut-être un petit mot pour Environ News, parce que c'est quand même un média que vous suivez souvent. C'est un média que je suis régulièrement. Ah, super. Oui, que je suis régulièrement, cher Alfred. Félicitations d'abord pour le travail qui est abattu. Merci beaucoup. Cela fait plaisir d'avoir des jeunes qui prennent l'initiative de couvrir le secteur vert en audiovisuel et à la télévision. Cela est très remarquable. Merci. Et on veut en avoir davantage comme cela. Et donc tous mes encouragements et surtout faire remarquer que dans bien des cas nous consommons des émissions sur l'environnement qui très rarement sont l'œuvre
des nationaux. Vraiment. Et je pense qu'avec Environews, cela commence à arriver. Et donc, continuez ce que vous faites, restez aussi professionnel. Ce n'est que cette qualité qui va vous situer au cœur de ces émissions environnementales de la RDC. Et probablement, nous n'aurons plus besoin d'aller recourir à l'expertise extérieure, parce que vous serez là pour couvrir ces émissions environnementales, que ce soit dans nos parcs, que ce soit dans nos villes, que ce soit dans les bureaux, comme ici. Exactement. En tout cas, professeur Kibambe Jean-Paul, merci beaucoup pour cette opportunité. Comme je le disais au départ, ça n'a pas été facile de mettre la main sur vous. Merci pour cette disponibilité et pour ce temps que vous nous avez accordé. C'est la première fois que nous entrons chez vous. J'espère que ce n'est pas la dernière non plus. Hein? Non, ce n'est pas la dernière. Mais la prochaine risque d'être encore plus difficile. Je m'exprime très peu devant les médias. Voilà. Mais pour Alfred d'Environews, je pense que l'exception en vaut largement la chandelle. Merci beaucoup, merci pour cette considération. Donc, chers téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons quand même un point à cette édition avec le professeur Jean-Paul Kibambe. Vous avez suivi, c'est un excellent parleur. C'est un expert qui maîtrise très bien son secteur. Vous avez compris que la question de l'arrêt de plus, il aborde comme si, sans papier, moi j'ai un papier quand même pour poser des questions, mais lui, il n'a pas de papier, il répond à toutes mes questions. Donc je pense que vous avez été édifié énormément sur ces processus en RDC. Peut-être qu'il y a encore des questions, nous reviendrons plus tard pour poser ces questions, mais d'ici là, nous vous fixons rendez-vous avec les prochains invités. Portez-vous bien et à la prochaine.